Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire appel à projet, le deuxième de l'année. On est ensemble pendant 1 heure pour décrypter l'actualité des appels à projets nationaux, européens. Une particularité aujourd'hui sur le programme du webinaire, on est accompagné par notre partenaire d'énergie. On va aborder des sujets qu'on n'a pas l'habitude de traiter dans nos webinaires sur les dispositifs d'innovation, CIR, C2I, comment optimiser votre compréhension et l'utilisation de ces dispositifs-là. Hugo Charbonnier nous expliquera quelques spécificités de ces dispositifs. Je vous parlerai de 3 appels à projets de l'Agence Innovation Défense coordonnés par l'ANR qui ont des dates d'échéance courte d'ici le mois de mars. On enchaînera avec un focus sur des appels à projets européens, les Eurostars avec Axel d'Énergie, et une dernière veille sur des appels à projets européens du moment avec Léo Benedetti. Donc je suis Soumaya Rouane, je suis coordinatrice l'enjeu industrie et services chez Systématique. Quelques petits rappels pratiques avant de démarrer nos présentations. Vous avez la possibilité de télécharger les slides pendant toute la durée du webinaire en cliquant sur l'onglet Apps, partage de fichiers. La présentation qu'on est en train d'afficher est disponible. Pour toutes vos questions, utilisez l'onglet questions et le chat plutôt le favoriser pour l'échange entre participants. Donc Fabrice Lefeussan, j'ai bien vu la question, si vous pouvez la remettre dans l'onglet questions, comme ça on peut la traiter de manière plus efficace. Donc, vous aurez également à la fin de la session le lien du replay de ce webinaire. Donc, je vais démarrer avec l'appel à projet Astrid. L'appel à projet Astrid édition 2025, il se termine il va se clôturer le 3 mars prochain. Les appels à projet Astrid, il y a 2 volets. Donc, je vais vous présenter l'Astrid classique, qui est un appel à projet donc de l'Agence Innovation Défense, opéré par l'Agence nationale de la recherche. Ces appels à projet, les 3 que je vais vous présenter, ils ont le caractère dual dans les applications qui sont utilisées, qui sont traitées dans le cadre de ces projets-là. Donc, il faut à la fois des projets de R&D qui ont des applications dans le domaine civil, mais aussi dans le domaine de la défense. Astrid, on est sur des projets de R&D qui sont entre 1 et 4. On est donc dans une échelle plutôt basse de TRL. L'idée, c'est donc de favoriser l'innovation et le transfert de l'innovation dans le domaine de la défense. C'est des projets qui, en moyenne, durent entre 18 et 36 mois, avec une enveloppe moyenne attribuée par projet de 400 €. Donc, on est dans de la recherche fondamentale ou industrielle. Il faut au moins un établissement de recherche public partenaire dans le cadre du projet. Un projet qui a déjà été soumis et rejeté par le passé ne peut pas être déposé plus de 3 fois sur un même sujet, sur une même thématique. L'Astrid finance et continue à financer les projets de thèse et de R&D, et il faut bien évidemment proposer des thématiques en rupture avec l'existant. Donc les thématiques qui sont traitées dans le cadre de l'appel à projet Astrid sont vraiment très larges et couvrent quasi la totalité des domaines scientifiques qu'on peut traiter. Donc on a bien évidemment la cybersécurité, la robotique, l'intelligence artificielle et la photonique, et vraiment le critère qui fait la différence, c'est la qualité des applications dans les 2 domaines civils et militaires. Donc je vous ai laissé sur cette slide là quelques contacts utiles qui peuvent vous renseigner sur ce programme là chez l'ANR et l'AID. L'Astrid maturation, c'est la suite d'Astrid, mais à des niveaux de maturité plus élevés.
Donc la street maturation, on est sur de la valorisation de résultats de recherche et on est dans un niveau de maturité qui est supérieur en général à 4 ou autour de 4 pour une preuve de concept validée à la fin du projet. Donc à la sortie du projet, il faut minimum viser le TRL 5. Ce dispositif-là peut arriver souvent après un projet Astrid, mais vous pouvez tout à fait le solliciter sans être passé par un projet Astrid par le passé. Donc, les Astrid, c'est des projets qui sont entre 24 et 36 mois. Le montant d'aide peut aller jusqu'à 800 € par projet. Il faut au moins la participation d'une entreprise parce que derrière, la notion de transfert de technologie vers le monde socio-économique est importante, est un critère aussi de sélection. Donc, il faut au moins une entreprise dans le cadre du projet et un laboratoire, un organisme de recherche. Donc, cet appel à projet, Astrid Maturation, qui va se clôturer au mois de mai prochain, il est ouvert à tous les projets qui ont déjà reçu des financements ou des cofinancements des ministères des Armées et qui ont été clôturés dans les 3 ans qui précèdent l'ouverture de cet appel-là. Un autre dispositif d'aide de l'Agence Innovation Défense, le RAPIDE, régime d'appui à l'innovation duale. On est dans un appel à projet au fil de l'eau ou un guichet, on va dire. On appelle ça aussi le guichet. C'est le RAPIDE est aussi connu sous le nom du guichet unique de l'AID. Le RAPIDE, c'est un dispositif qui permet toute l'année à l'AID de recenser des innovations dans les domaines de la défense et le caractère dual est toujours présent, est un critère de sélection dans le cadre des projets rapides. Donc, si vous avez une innovation, un projet de R&D, des solutions qui peuvent intéresser de près ou de loin le ministère des Armées, ce guichet-là, il est fait pour traiter ces demandes-là. Donc, il faut en premier contacter l'Agence Innovation Défense via le guichet unique pour déposer ce qu'on appelle un pré-projet, donc une présentation, une note de synthèse de votre projet, de ce que vous souhaitez faire et vous serez contacté par la suite par les services de l'AID pour discuter de l'éligibilité de votre projet au rapide. Une fois que vous avez franchi cette étape-là, il faut se rapprocher d'un pôle de compétitivité pour évaluer la pertinence du projet pour le domaine civil, valider ensemble l'intérêt de l'application civile et l'AID complète avec l'analyse sur le volet militaire. Donc la labellisation a un poids et fait la différence dans le cadre des appels à projets rapides. Dans tous les cas, si vous passez pas par pôle directement arrivé chez l'AID, on vous conseillera vivement de vous rapprocher d'un pôle de compétitivité. Donc, contactez-nous le plus tôt possible sur ce genre de montage de projet et on vous accompagnera dans l'étude de votre demande. Comment se passe le financement dans le cadre de Rapide? Cela dépend de la nature des collaborations que vous mettez en place dans le cadre de ces projets-là. On parle de collaboration effective quand on a au moins 2 entreprises complètement indépendantes qui collaborent ensemble pour faire un projet. Cela en fonction du statut de l'entreprise, cette collaboration va vous donner accès à un taux d'intervention sur le budget global de votre projet qui peut aller jusqu'à 70% de subvention, et ce qui est vraiment très intéressant. On peut aussi collaborer avec des laboratoires publics dans les cadres des rapides. Et toutes les prestations de services sont autorisées, mais
ne présentent pas un vrai, enfin, ne sont pas considérés comme une vraie collaboration entre les partenaires. Donc voilà, le guichet unique, c'est l'adresse que vous voyez qui s'affiche ici. Vous avez également des numéros de téléphone et vous pouvez aussi passer par des mises en relation via votre pôle de référence avec l'AID directement pour ces dispositifs-là. Je vais laisser la parole à Hugo Charbonnier de Didergy pour la suite des présentations. Merci beaucoup, Soumaya. Merci pour cette présentation et bonjour à tous. Donc moi, effectivement, Hugo Charbonnier, moi je suis directeur de projet depuis maintenant 13 ans au sein du cabinet Didergy. Didergy, pour faire en deux mots, on est une agence d'innovation avec un gros point de notre activité qui est orienté sur le financement des projets de recherche et d'innovation. Et quand je parle de financement, j'entends vraiment tous les dispositifs qui existent aujourd'hui, à la fois sur la partie fiscale, la partie publique et la partie privée. Et c'est quelque chose que je vais évoquer dans la suite. Pour la présentation du jour, je vais effectivement avoir peut-être 3 parties. Je vais essayer d'aller assez vite sur les dispositifs malgré tout, vu le temps. Mais on va parler d'abord des dispositifs fiscaux en insistant pas mal sur les évolutions qui ont été annoncées dernièrement avec le projet de loi de finances. J'ai vu une question dans le chat sur le sujet. Je parlerai après des dispositifs publics qui sont quand même aussi effectivement hyper intéressants pour venir financer ces projets. Et puis, on parlera des dispositifs un peu plus privés, qui est des acteurs qui se positionnent aussi sur l'innovation. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre le lien qu'il peut y avoir entre tous ces dispositifs. Donc, pour commencer, sur la partie, effectivement, la première grande catégorie de dispositifs d'aide aujourd'hui à la recherche et l'innovation, c'est la partie fiscale. Donc, c'est les crédits d'impôt notamment et les exonérations d'impôts ou exonérations de charges. Parmi les crédits d'impôt, il y en a 3 principaux, dont un que j'imagine vous connaissez tous, c'est le crédit impôt recherche. C'est un dispositif qui vraiment vise à soutenir les activités de recherche et développement qui sont engagées par des entreprises françaises, pas de restriction de taille ou de secteur. Et ce dispositif, il permet de financer à hauteur de 30% des dépenses de recherche et développement qui sont engagées par ces entreprises. Financé sous forme de crédit d'impôt, bien sûr, mais aussi financé sous forme, on va dire, d'une sorte de subvention lorsque votre crédit d'impôt est supérieur à votre impôt ou lorsque vous n'avez pas d'impôt à payer et que vous êtes une PME. Lié à ça, il y a un premier élément sur lequel, voilà, un premier focus que je voulais faire sur cette partie, quand on entend activité de recherche et développement, on entend très souvent une activité de R&D sous un angle très technologique. C'est une vision effectivement que tout le monde a de base. C'est un biais aujourd'hui puisque dans le crédit impôt recherche, de façon plus générale, dans le manuel de Frascati qui régit le crédit impôt recherche, ce qu'on entend par recherche et développement, ça intègre 3 principaux critères. Ça intègre la création de connaissances pour le secteur, ça intègre un critère de créativité qui vise à appliquer des idées ou des concepts qui sont nouveaux, et ça implique un critère d'incertitude, notamment sur le fait de on n'est pas sûr de pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au départ ou de comment l'atteindre. Ça, derrière cette petite définition, ce que je veux préciser, c'est qu'on ne va pas uniquement couvrir dans le crédit impôt recherche seulement les travaux de recherche technologique, mais on va aussi intégrer et pouvoir intégrer des travaux beaucoup plus sous l'angle des sciences humaines et sociales, donc qui est un pan assez large de la recherche. Et pour faire de façon très, très concrète, notamment sur des projets informatiques, moi j'ai accompagné énormément de projets informatiques depuis les 13 dernières années, en fait on se rend compte que souvent dans l'aspect sous l'IA par exemple, ou les avancées en matière d'IA qu'on peut faire, et on néglige le côté plutôt l'application qu'on va faire des technologies informatiques et des technologies digitales, alors que très souvent, la dimension de recherche et développement d'un projet porte là-dessus. 2 exemples juste pour illustrer. Moi, j'ai accompagné une entreprise qui travaillait sur un logiciel pour aider les grands groupes à open innover, donc à innover avec des startups ou avec d'autres acteurs, et qui, à la base, développait une petite intelligence artificielle pour arriver justement à faire le matching entre besoins du grand groupe et solutions apportées par la startup. Et en fait, quand on raisonne sous cet angle-là uniquement, on loupe tout un pan de la R&D, puisque pour une boîte comme ça, l'objectif, c'était non pas de développer une simple IA, c'était vraiment d'arriver à améliorer l'efficacité des process d'innovation dans les groupes et donc d'arriver à comprendre ce qui pouvait être un frein à cette innovation, comprendre aussi ce qui peut être un levier pour favoriser cette innovation. Et in fine, quand on regarde le projet dans sa globalité, on pouvait considérer plutôt cette partie de compréhension de ce qui se passe dans un groupe,
en matière d'innovation, mais aussi une question de réflexion sur les méthodologies à mettre en place pour déverrouiller l'innovation. Et ensuite, on avait une partie plateforme technique qui venait vraiment supporter, soutenir ces méthodologies. Donc, on avait un projet de R&D qui était dans la globalité et qui ne portait pas sur une petite brique IA de la plateforme, mais vraiment sur la globalité du projet visant à améliorer l'efficacité des process dans les groupes. Donc, en fait, on peut avoir, voilà, sur ces sujets de recherche, on peut avoir ce biais très technologique qu'il faut arriver à sortir pour prendre ce regard, ce recul beaucoup plus global, conséquent sur quel est mon objectif, quel est l'objectif de mon projet et du coup, effectivement, qu'est-ce que ça impacte. Et l'intérêt derrière ça, c'est de pouvoir effectivement mieux, on va dire, valoriser la vraie R&D de l'entreprise, les vrais atouts de l'entreprise et de pouvoir effectivement élargir un périmètre de dépenses. Donc ça, c'est un premier focus, c'est de ne pas concentrer uniquement votre vision R&D sur cet aspect très technologique. Une fois qu'on a dit ça, il y a effectivement, je voulais aussi revenir, ça c'est le premier point de gros vigilance. Le second point, effectivement, que je voulais dire, c'est, là j'ai parlé d'activité de R&D, ce que ça pouvait couvrir avec un exemple sur le fait qu'on peut combiner sciences humaines et sciences, on va dire, de l'ingénieur. L'autre point, c'est effectivement, en ce qui concerne les dépenses, une fois qu'on a identifié des activités, les dépenses qu'on va pouvoir prendre en compte dans l'assiette des dépenses du crédit impôt recherche. Là, l'objectif, c'était de vous présenter un petit peu rapidement les évolutions qui ont eu lieu au cours des dernières semaines, qui n'ont sûrement échappé à personne. En fait, quand on parle de crédit impôt recherche, on a du coup 3 étapes. Premièrement, identifier que l'entreprise est éligible. Seconde étape, évaluer l'activité menée par l'entreprise qui est une activité de R&D et qui du coup pourrait s'intégrer dans le crédit impôt recherche. Troisième étape, identifier les dépenses engagées pour mener cette activité de R&D. Dans ce cadre-là, on avait à la base 8 grands postes qui étaient retenus. Donc le dépense de personnel, le matériel utilisé pour les travaux de R&D, les frais de fonctionnement fixés forfaitairement, des dépenses de sous-traitance, des frais de propriété intellectuelle, des dépenses de veille technologique, des dépenses de normalisation. En fait, dans le cadre du projet de loi de finances 2025, avec cet enjeu économique assez fort, le crédit impôt recherche a été un peu renié. Là, il reste existant, il reste avec un taux de financement de 30%, mais il y a certaines poches qui ont été coupées. Il y en a 4 principales. La première poche, c'est qu'initialement, dans le crédit impôt recherche, on pouvait prendre en compte les factures liées au dépôt, au maintien et à la défense de brevets. Donc, effectivement, cette partie propriété intellectuelle a été complètement supprimée par le PLF 2025. Donc, les dépenses à partir du 1er janvier les dépenses de propriété intellectuelle ne pourront pas être intégrées dans l'assiette des dépenses du crédit impôt recherche. Donc, première suppression qui a été réalisée. Seconde suppression qui a été opérée. Initialement, donc jusqu'à début d'année, on pouvait valoriser dans le crédit impôt recherche les dépenses de veille technologique. Donc, c'était vraiment tous les frais de participation à des conférences, à des salons, à des congrès, pour vraiment collecter de l'information scientifique et aussi l'abonnement à des revues et bases de données pour justement enrichir cette information. Cette partie-là, effectivement, ce poste-là a également été supprimé complètement dans le cadre du PLF, donc ne pourra plus être intégré à partir de maintenant dans les dépenses éligibles au crédit impôt recherche. Troisième impact qui a été décidé avec le projet de loi de finances, c'est les frais de fonctionnement. Donc, les frais de fonctionnement qui sont fixés forfaitairement sur les dépenses de personnel engagés en R&D. Initialement, on avait effectivement des frais de fonctionnement qui étaient fixés à 43% de ces dépenses de personnel. Ce 43% a été malheureusement revu également à la baisse pour aboutir à un 40%. Donc voilà, on a cette troisième économie sur le CIR qui a été réalisée. Enfin, le dernier poste, et ça a été le dernier poste qui a été coupé, et ça a été une des questions tout à l'heure, ça concerne effectivement le statut de la bonification jeune docteur. En fait, cette bonification, pour faire très simple, jusqu'à présent, on pouvait récupérer par le crédit impôt recherche jusqu'à 120% du salaire brut chargé d'un jeune docteur, donc une personne qui avait été engagée dans l'entreprise en tant que CDI et avec son premier CDI après l'obtention de son doctorat. Par différents leviers, on pouvait effectivement récupérer ces 120% pendant les 24 premiers mois qui suivaient son embauche. Cette bonification a été supprimée. Donc, on a maintenant plus d'avantages pour les jeunes docteurs. Donc, on se retrouve avec un jeune docteur qui est valorisé comme un salarié, on va dire, lambda. Donc, on peut récupérer jusqu'à 43% de son salaire au maximum par le biais du crédit impôt recherche et non plus 120. Sur cette mesure-là, il y a pas mal de débats encore aujourd'hui. Alors, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement ne reviendra pas dessus dans le PLF 2025.
le combat qui est actuellement mené par pas mal d'acteurs de nos fonds de partie, et je crois systématique aussi, consiste plutôt à venir rectifier ça dans le prochain projet de loi de finances. Donc aujourd'hui, en 2025, c'est supprimé, et l'objectif, c'est effectivement de pouvoir intégrer ça à partir de 2026. Donc voilà, on a eu ces évolutions-là qui effectivement ont tendance à resserrer effectivement les dépenses éligibles au CIR et du coup économiser un peu d'argent public là-dessus. Premier dispositif. Second dispositif, effectivement, en matière de R&D, enfin de fiscalité, c'est le crédit impôt collaboration de recherche. Je passe très vite dessus, mais en gros, ce dispositif, il vise vraiment à financer des collaborations entre une entreprise et un organisme de recherche et de diffusion de la connaissance avec une bonification par rapport au CIR. Effectivement, je peux partager la tribune si vous le souhaitez. Je vois le commentaire de Fabrice en parallèle. Et donc, le crédit impôt collaboration de recherche, effectivement, vise à apporter une bonification par rapport au crédit impôt recherche sur les collaborations qui sont engagées entre des entreprises et des organismes de recherche et de diffusion de la connaissance, principalement des organismes de recherche publique. Donc, on a cette petite bonification qui vient favoriser la recherche avec ces partenaires-là. Je vous passe cette partie-là. Et on a un troisième dispositif qui s'appelle le crédit impôt innovation, qui du coup lui aussi a fait l'objet de quelques modifications liées au projet de loi de finances 2025. La première modification est une bonne modification, dans la mesure où ce dispositif était à la base en période d'évaluation jusqu'à cette année. Et en fait, ce dispositif a été prolongé jusqu'à 2027, donc il va être actif pendant 2027, ce qui offre de la visibilité là-dessus. C'est un dispositif qui vise vraiment à financer les activités d'innovation et non plus de recherche, et qui s'adresse uniquement aux PME. Un des points, effectivement, qui a aussi été discuté par le projet de loi de finances, c'est qu'initialement, ce crédit impôt innovation, il permettait de financer jusqu'à 30% des dépenses d'innovation engagées par les entreprises. Avec ce PLF, il est passé à 20%, malheureusement, donc une réduction, effectivement, du montant qu'on peut aller chercher. Donc, on a cette modification-là. Point important sur la partie crédit impôt innovation, c'est qu'on est vraiment sur des dépenses de conception, développement, test, de prototypes, de nouveaux produits, et donc pas de nouveaux services ou de nouveaux procédés. Il faut vraiment se concentrer sur cette partie produit. Un des points importants, c'est que ces trois dispositifs, ces trois crédits impôts, ils peuvent être utilisés conjointement, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir une même dépense éligible à chacun des dispositifs, mais par contre, on peut avoir sur un même projet une partie des dépenses qui est très orientée R&D, un modèle mathématique, on va dire, par exemple, un peu très poussé, qu'on peut travailler avec un laboratoire et donc avoir une partie en collaboration de recherche, une partie en crédit impôt recherche pour le développement interne, et on peut avoir, on va dire, l'enrobage de ce modèle-là, la partie plus produit en crédit impôt innovation. Donc, on peut tout à fait, sur ce même projet, cumuler ces trois dispositifs, sans qu'ils se superposent, bien entendu. Voilà. Donc, ça, c'est très rapidement sur la partie, sur les crédits d'impôt. Je voulais aussi évoquer le dernier dispositif, un des derniers grands dispositifs fiscaux sur la matière R&D et innovation, qui est le statut jeune entreprise innovante, qui a lui aussi connu pas mal d'évolutions au cours des dernières années. Donc, je vous passerai les slides, vous aurez un peu toutes ces évolutions-là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une évolution qui a été a priori bien avancée hier, puisque la censure a été refusée sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale dans lequel est intégré le statut GUI. Mais en gros, il y a du coup un vote qui reste au Sénat, mais globalement, ce qui devrait être acté dans les prochaines semaines, c'est le passage des dépenses de R&D. Le seuil de dépenses de R&D pour avoir le statut GUI va passer de 15% à 20%. Donc effectivement, ça va réduire effectivement le nombre d'entreprises qui vont pouvoir y accéder. Et donc c'est un critère effectivement à avoir en tête. Il y a un dernier dispositif fiscal que je n'ai pas évoqué sur la partie R&D qui s'appelle l'IP Box, qui est lui une réduction du taux d'imposition sur les revenus qui sont générés sur les résultats des travaux de R&D. Je l'évoque rapidement, mais je ne passerai pas plus de temps dessus. Ensuite, donc on a cette première grande catégorie de dispositifs de financement, la partie fiscalité. On a une seconde grande catégorie de dispositifs qui sont les aides publiques directes. Donc là, c'est vraiment des aides qui sont octroyées par des organismes publics. Il y a parmi ces aides-là, on va dire, trois grandes catégories. On a tout ce qui est les aides, on va dire, plutôt structurelles. Donc ça, c'est le grand continuum, le fameux continuum de financement de BPI-France, qui intervient du coup par des dispositifs adaptés à chacune des phases du projet, via des subventions sur des parties de faisabilité,
via des avances récupérables ou des prêts sur les phases de développement d'un projet et via des dispositifs de prêt sous les aspects de commercialisation ou de préparation, renforcement de levée de fonds. Donc, on a tout ce dispositif-là, effectivement, qui vise vraiment à soutenir la R&D et l'innovation auprès des PME. 2 points importants là-dessus. Premier point, BPI, effectivement, c'est un acteur qui a effectivement pas mal de financement octroyé. Donc, c'est un acteur qu'il faut activer. Et c'est un acteur qui n'est pas uniquement ciblé sur des startups, mais qui vise aussi vraiment tout type de PME. Et notamment, en ce moment, BPI cherche à se rapprocher beaucoup des PME industrielles avec qui le contact a pu être un peu perdu. Donc, c'est vraiment un gros enjeu pour eux. Donc, il ne faut surtout pas hésiter, effectivement, sur un projet d'innovation, que vous soyez une startup ou une PME, à aller les solliciter. Je passe rapidement sur les 2 autres parties, mais on a sur les aides publiques, on a des dispositifs qui sont beaucoup plus dirigés, c'est-à-dire qu'on a des appels à projets qui sont définis, qui visent à orienter les financements, notamment des grands programmes France 2030, PIA 4, vers des secteurs spécifiques ou des types de projets ou des types de problématiques particulières. Donc, on a effectivement ces appels à projets qui sont publiés régulièrement. Il y en a une partie qui est assez, qu'on retrouve chaque année, qui est ce continuum que je présente ici, avec le iLab, qui a été publié vendredi dernier pour 2025, avec un dépôt au 11 mars. Donc là, effectivement, on a ce point-là important à activer rapidement et qui vise vraiment à financer des projets sur les premières phases, anté-création ou moins de 2 ans de création, et surtout des projets avec une composante R&D et académique forte, c'est-à-dire que est recherché dans ce dispositif-là un lien fort avec la recherche publique. Donc, soit un transfert de techno de la recherche, soit un projet qui est vraiment une continuité de ce qui a pu être fait dans la recherche publique. Donc, voilà, on a ce continuum. Je voulais évoquer très rapidement ces points-là. Il y a aussi des appels à projets hors de ceux-ci qui sont évoqués. Juste un point là-dessus, parce que vous avez peut-être entendu parler sur le projet de loi de finances 2025, une réduction du budget ou de l'enveloppe des crédits France 2030. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que derrière cette réduction, ça ne veut pas forcément dire effectivement qu'on va avoir moins d'argent attribué. La logique, c'est plutôt que les grands opérateurs de ce programme-là, qui sont l'ADEME, BPI, la Banque des Territoires et l'ANR, en fait, ils ont des excédents de trésorerie qui leur restent. Et donc, l'objectif, c'est plutôt de consommer ces excédents de trésorerie et du coup de réduire le budget qui était prévu en 2025, les crédits prévus en 2025, pour allonger la durée du programme. Donc, il n'y a pas en soi de réduction de l'enveloppe 2025, il y a juste une réaffectation de cette enveloppe-là d'une façon différente. Donc, pas là-dessus d'inquiétude supplémentaire à avoir en matière effectivement d'enveloppe de financement. Donc, fiscalité, aide publique, 3e et dernier levier, c'est les aides privées, c'est-à-dire que pour financer la R&D et l'innovation, il y a effectivement d'autres acteurs que le public qui se mobilisent. Donc, je vous passe les sujets des fonds d'investissement. Il y a aussi les banques qui sont maintenant de plus en plus appétentes au sujet d'innovation et de recherche, avec des dispositifs qui sont spécifiques et dédiés. Donc, il y a certaines banques notamment qui sont plus à l'aise que d'autres sur la partie innovation. J'en ai listé 3 à côté, ce n'est pas les seuls. Mais voilà, donc c'est effectivement un levier hyper important, sachant que ce levier-là des banques s'active beaucoup en parallèle de BPI, puisque les banques aiment bien intervenir quand BPI intervient, et de plus en plus BPI intervient quand les banques interviennent. Donc on a vraiment un effet d'entraînement qui se crée. Donc c'est effectivement important de bien identifier dès le départ, choisir sa banque, choisir une banque qui est à l'aise sur la partie innovation, et choisir dans la banque les bons interlocuteurs, c'est-à-dire ceux à la fois qui sont à l'aise sur la partie innovation, mais aussi ceux qui effectivement maîtrisent votre domaine de recherche. Ça, c'est assez clé, parce que dans une banque, on peut avoir des interlocuteurs. Si on passe par une partie agence, qui ne sera pas formée à l'innovation et qui du coup ne saura pas comment vous accompagner, versus si on passe par le service innovation, il va y avoir vraiment cette capacité, cette compréhension de vos enjeux. Donc ça, effectivement, je l'évoque souvent, mais ça fait partie, le banquier fait partie des 3 acteurs clés sur votre financement, avec le chargé d'affaires des pays France qui vous suivra, et avec votre expert comptable qui aussi doit être capé sur ces sujets d'innovation. Voilà, en résumé sur cette partie-là. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est de comprendre, en fait, c'est un des vrais sujets, c'est quand on parle de financement, on a tendance à raisonner très court terme, très dispositif par dispositif. En fait, quand on parle de financement, de stratégie de financement des projets de recherche et d'innovation, il faut avoir une approche beaucoup plus globale. C'est-à-dire, et ce schéma-là, en fait, il vient vraiment expliquer un petit peu ça, c'est qu'en fait, tous vos dispositifs de financement que j'ai évoqués, ils vont intervenir à des étapes et à des niveaux différents.
Typiquement, quand on parle d'incitation fiscale, donc tout ce qui était le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, statut J8, IP Box, ces dispositifs-là vont avoir un impact direct sur votre résultat. Donc, qui dit impact sur votre résultat, dit impact sur vos fonds propres qui intègrent votre résultat. Ensuite, quand on parle de fonds, business angel ou d'autres types d'investisseurs, voire des pré-donneurs des réseaux entreprendre, ces dispositifs-là vont venir interagir directement avec vos fonds propres. Une fois de plus, ça augmente vos fonds propres. Et en fait, l'élément clé, c'est que ces fonds propres, ça impacte le taux d'endettement. Et les fonds propres et le taux d'endettement sont des critères qui sont très regardés à la fois par les banques, mais aussi par les acteurs comme BPI, l'ANR, etc., pour vous pouvoir octroyer une aide à l'innovation. Donc, effectivement, on a un effet qui est assez incitatif entre si je vais aller voir BPI, potentiellement, si je suis en train de lever des fonds, ça vaut peut-être le coup d'attendre d'avoir levé des fonds pour pouvoir effectivement faire un effet de levier supérieur. Peut-être qu'effectivement aussi, on peut jouer il faut bien activer plutôt le CIR, le SICO, le C2I, le J8, la P-Box pour réduire son résultat, enfin pour améliorer son résultat et augmenter ses fonds propres avant de pouvoir postuler à des appels à projets ou à des dispositifs BPI France. Donc, il y a vraiment une logique, effectivement, globale à réfléchir. Et dans cette logique globale, il y a un autre point qui est assez clé, c'est le fait de pouvoir effectivement bien intégrer tous ces dispositifs-là ensemble en essayant en définissant bien quand est-ce qu'ils interviennent, quelle étape de la vie du projet, avec quel niveau de risque, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire reposer un plan de financement sur un appel à projet européen ou national avec un taux de succès de 5 à 20%, c'est mettre en risque l'entreprise, et avec des enjeux aussi de trésorerie. Parce qu'effectivement, quand on parle de ces dispositifs-là, on n'a pas une trésorerie au moment où on active le dispositif. Donc ça, c'est effectivement tout un tas de choses à prendre en compte. Nous, je fais une petite parenthèse, mais c'est un des enjeux effectivement qu'on a chez nous, chez Dynergy, c'est d'être capable d'accompagner les projets sur vraiment la globalité de ces financements-là et donc de pouvoir définir très tôt une roadmap de financement avec, dans cette roadmap, quel dispositif je vais activer, à quel moment, avec quel plan B et surtout avec quelle solution pour la partie trésorerie. Voilà ce que je voulais dire. J'avais un ultime point que j'évoque très rapidement. Quand on parle de stratégie de financement, on a toujours en tête que c'est uniquement un gain financier derrière. Ce n'est pas uniquement le cas. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand on parle de ces dispositifs, on va être très challengé sur certains points d'un projet. Quand on parle de crédit impôt recherche, par exemple, on a amené à faire un état de la littérature sur le sujet, état de la littérature qui peut apporter énormément d'input pour l'entreprise, pour l'aider à organiser, à structurer ou à améliorer son projet. Donc ça, effectivement, il y a un enjeu de renforcer la structuration du projet. Ce qu'on voit aussi, c'est que mine de rien, les appels à projets, c'est aussi, donc ces appels à projets, c'est souvent très compétitif. Je parle du niveau national et au niveau européen également. C'est très compétitif et donc ça implique effectivement, quand on monte un dossier, de bien se questionner sur la totalité du projet et même de l'entreprise, tous ces aspects, de façon à pouvoir identifier d'éventuels points warning, points orange qui seraient à renforcer. Parce que ces points warning, points orange, en fait, si on ne les renforce pas, on se retrouve face à des dossiers qui n'ont pas de ces points orange et du coup qui vont remporter l'appel à projet versus nous. Et donc, en fait, ça amène effectivement à se challenger, à se questionner et à vraiment enrichir les projets. Donc, derrière ces enjeux purement financiers, on a d'importants enjeux aussi en termes de structuration de l'entreprise et des projets. Et ce point-là n'est pas à négliger. Et on peut l'avoir effectivement par l'accompagnement qu'un cabinet comme nous peut octroyer, mais on peut aussi l'avoir, mine de rien, quand on va candidater et qu'à la fin, on a une réponse qui peut être négative. En cas de réponse négative, les retours qui sont faits peuvent être vraiment hyper intéressants pour enrichir le projet et du coup, ne pas reconnaître l'échec, malheureusement, les années qui suivent. Voilà, donc en 2 mots, il y a encore, malgré les évolutions liées au projet de la finance, il y a encore des enjeux de financement importantes en France, en Europe, pour financer la recherche et l'innovation. La partie fiscale est indispensable, la partie publique reste toujours prépondérante, la partie privée de plus en plus importante, donc à ne pas négliger. Et l'autre point à ne pas négliger, c'est vraiment ce côté de pouvoir, de bien prendre en compte très tôt la totalité de ces dispositifs-là dans un plan qui se fait sur 24-36 mois, de façon à pouvoir avoir tous ces arbitrages entre niveau de risque, quand tu arrives à la trésorerie, mais même aussi de façon à pouvoir anticiper la préparation de tous ces dispositifs qui sont quand même des dispositifs qui restent complexes et du coup avec un temps de préparation qui peut être assez long. Voilà pour ce que je voulais évoquer en quelques mots. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. J'étais assez dans la big picture, on va dire, et pas dans le fond. Donc, n'hésitez surtout pas
à me questionner là-dessus. Et vous avez des questions dans le chat, Hugo, Ok. enfin dans l'onglet questions. Et on va laisser la parole à Axel hein, pour la suite des présentations. Axel, votre micro est coupé. Oui, Soumaya, merci. Bien, bonjour à tous, Axel Cablé. Donc, je suis consultant en financement de l'innovation chez Dinergy. Je suis spécialisé sur les aides publiques, en particulier européennes. Et donc, je remercie le pôle systématique de nous avoir conviés aujourd'hui pour vous présenter l'appel à projet Eurostars. Je vais vous présenter cet appel à projet en 10 minutes environ. Donc, Eurostars, qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit d'un dispositif qui est opéré par Eureka. Donc, Eureka, c'est un organisme intergouvernemental qui vise à soutenir les collaborations de R&D, à financer les collaborations internationales. Donc, il y a 45 pays membres au sein de 45 pays membres Eureka. Et Eurostars est un des dispositifs qui est opéré par Eureka. Donc, il vise à soutenir les PME innovantes dans leurs projets d'innovation. Et donc, en France, ce financement qui provient en partie de l'Union européenne est opéré par BPI France. Alors, les projets éligibles, il s'agit des projets de recherche, développement et innovation dans toutes les thématiques qui visent à développer un nouveau procédé, un nouveau produit ou un service innovant qui soit commercialisable dans les 24 mois qui suivent la fin du projet. À noter toutefois que les projets ont vocation à être à finalité civile. Donc, pas possible, il sera pas possible de présenter des projets défense. Toutefois, les partenaires de type défense peuvent participer à Eurostars, mais ils doivent contribuer à l'objectif civil du projet. Voilà. En termes de niveau de TRL attendu, on est sur des TRL qui vont de 4 à 7, donc jusqu'à la démonstration dans un environnement significatif, et avec, comme mentionné, l'objectif de commercialiser dans les 24 mois après le projet. Durée de projet, on est sur 36 mois maximum. Donc vous aurez le lien d'appel à projet sur la présentation que vous pourrez télécharger. La prochaine clôture est au 13 mars 2025 et la clôture suivante sera en septembre. Donc autour du 12 septembre, c'était le cas l'an dernier. Voilà, vous pourrez regarder ça. Donc en termes de consortium éligible, il s'agit d'un appel à projet qui est vraiment axé sur les PME innovantes. Donc de ce fait, c'est une PME qui est attendue en chef de file. Donc 2 partenaires, le consortium a une obligation d'avoir un consortium de 2 partenaires minimum qui soient issus de 2 pays Eurostars minimum, sachant qu'en pratique, on observe des consortiums qui font entre 2 et 5 partenaires. Parmi les partenaires autres, il peut y avoir également d'autres PME innovantes, il peut y avoir des ETI, il peut y avoir des laboratoires de recherche ou des RTO d'un point de vue européen. Dans certains pays, il peut également avoir des grands groupes qui sont financés par Eurostars. En effet, les modalités de financement dépendent vraiment de chaque pays. Donc en France, comme mentionné, c'est opéré par BPI France. Vous avez ici à droite les taux d'aide maximum qui sont apportés. Donc en France, il s'agit de la subvention à hauteur de 40% des dépenses pour les PME, 30% pour les ETI, jusqu'à 2000 équivalents temps plein, et 40% pour les partenaires académiques qui sont à coût complet, et 100% pour les partenaires académiques qui sont à coût marginal. Donc, par rapport à vos partenaires, leurs modalités de financement, vos partenaires étrangers, leurs modalités de financement, elles dépendront vraiment de chaque opérateur dans chaque pays. Et donc, il y a une phase importante qui va être de vérifier auprès de ces opérateurs pour votre partenaire quelles sont les modalités. Alors, en ce qui concerne les pays éligibles, vous avez ci-dessous la liste. À noter que pour ce call de mars 2025, certains pays, notamment la Corée du Sud, le Royaume-Uni, Israël ou la Suisse, ne sont pas éligibles.
mais notamment pour la Suisse, en septembre, normalement la Suisse devrait revenir dans cette liste de pays éligibles en tant que partenaire. Donc là, c'est vraiment au niveau de chaque pays, en fonction des budgets de chaque pays, qui vont décider si ils participent ou pas à telle ou telle édition d'Eurostars. Alors, pour vous donner quelques chiffres, avec des chiffres de source BPI France, à chaque vague, il y a environ 50 projets qui sont déposés. Le taux de réussite moyen, et c'est là qu'il y a un des points positifs et particulièrement intéressants pour cet appel à projet, il est de 28%, ce qui est relativement élevé par rapport à d'autres dispositifs. Par exemple, à mettre en comparaison avec les dispositifs Horizon Europe, où les taux de succès sont bien plus bas, de l'ordre de 10%, voire moins encore, pour des projets UIC, par exemple, qui sont plutôt de l'ordre de 2,5 à 5% de succès. Donc là, on est vraiment sur un taux de succès important et qui augmente encore. Il y a possibilité de faire un redépôt, et parmi les projets lauréats, 60% des projets lauréats le sont dans le cadre d'un redépôt. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à monter un projet et éventuellement à l'améliorer et le redéposer à une étape ultérieure. En termes de montant, le budget moyen, il est de 2 millions d'euros, avec un budget pour le partenaire français qui est de l'ordre de 860 000 euros en moyenne. Donc là, il s'agit vraiment de chiffres moyens, mais on n'est pas du tout obligé de suivre ces indications-là, sachant qu'en termes de subvention pour un partenaire français, ça peut aller jusqu'à 3 millions d'euros. Donc, faut pas se limiter, faut pas hésiter non plus, si vous êtes sur des budgets plus réduits, à candidater. Il peut y avoir par exemple des projets dont l'assiette de dépenses est de l'ordre de 600 000 euros. Faut pas se restreindre non plus et hésiter à candidater. Le montant moyen de la subvention pour les partenaires français est de 340 000 euros. Deux partenaires par consortium en moyenne, 28 mois en termes de longueur de projet. Il y a certains pays avec qui les partenaires français, certains pays qui sont un peu plus lauréats qu'avec d'autres en termes de partenaires. Donc la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas. Et en termes de secteur, donc tous les secteurs peuvent être, vous pouvez déposer un projet, quel que soit votre secteur, vous serez mis en concurrence avec l'ensemble des autres projets. Pour les secteurs les plus financés, donc de la green tech, medtech et biotech et industrie 4.0. Il peut très bien y avoir des projets déposés sur l'IA, quantique, etc. En termes de modalités de dépôt et d'instruction, la première phase consiste à prendre contact avec votre chargé d'affaires innovation BPI France afin de vérifier votre éligibilité au projet, notamment d'un point de vue financier. Donc, bien entendu, tout ce qui est entreprise en difficulté ne pourra pas participer à cet appel à projet. Alors, il y a ensuite une possibilité de demande de diagnostic PTI. Donc, le diag PTI, BPI France fait un référencement des experts conseils au niveau de la France qui peuvent proposer, qui peuvent vous accompagner dans le montage, la recherche de partenaires pour monter ce projet Eurostars. Donc Dinergy fait partie des cabinets qui sont référencés notamment pour le diag PTI. Et en fait, ce diag PTI vous permet d'obtenir de BPI France 50% de la prestation de montage du projet. Donc si vous êtes porteur de projet, BPI va couvrir jusqu'à 50% de 25 000 euros hors taxe pour le montage. Et si vous êtes partenaire, jusqu'à 5 000 euros hors taxe. Donc BPI couvrira dans ce cas 2 500 euros. Ça peut être particulièrement intéressant pour vous aider dans la préparation du dossier. En termes de préparation et de dépôt, le dossier est à déposer sur la plateforme Eureka. Il s'agit en fait d'une forme de questionnaire, mais il s'agit quand même d'un dossier assez conséquent avec des informations à la fois sur l'innovation, sur le marché à renseigner. Une fois le projet déposé,
Il fera l'objet tout d'abord d'une vérification d'éligibilité financière, puis d'une évaluation par un jury qui est composé de 3 membres. Donc 3 membres experts dans le domaine de votre projet, et vous pouvez très bien décider de demander à ce que certaines personnes n'aient pas accès au dossier. Le projet fait ensuite l'objet d'une notation, puis d'un classement pour décider s'il sera ou non financé. Environ 3 mois après, vous avez la réponse, donc ce qui est aussi un avantage par rapport à d'autres appels à projets qui sont plus longs en termes de retour. Par exemple, les projets FEDER qui sont plus longs, ou d'autres projets type ADEME qui peuvent avoir des délais d'instruction qui sont un peu plus élevés. Donc là, en 3 mois, vous êtes fixé sur la suite. Et ensuite, le projet entre en phase d'instruction, c'est-à-dire que vous avez l'accord de financement, mais vous devez encore fournir d'autres pièces complémentaires, à savoir un accord de consortium sous 1 mois qui va détailler la répartition de la propriété intellectuelle et des revenus entre les partenaires notamment. Et enfin, vous allez pouvoir acter le financement, signer les différents documents avec Bpifrance en France et avec les autres opérateurs, chaque partenaire avec les autres opérateurs à l'étranger. Donc en ce qui concerne les critères d'évaluation et les bonnes pratiques à prendre en compte pour votre dépôt de projet Eurostars. Donc tout d'abord, le premier critère sera la qualité du consortium. Donc il est vraiment nécessaire de s'y prendre à l'avance et d'anticiper cet aspect-là. Parce que pour trouver des partenaires pertinents, acter leur volonté de participer au projet et avoir en particulier des partenaires qui fassent sens. Axel, je peux vous demander, Oui. s'il vous plaît, d'accélérer un tout petit peu pour qu'on puisse tenir le timing avec la présentation de Léo également. Merci beaucoup. Bien sûr, ouais, c'est la dernière slide. Donc voilà, trois critères qui sont importants. Le consortium, avec l'importance de montrer la valeur ajoutée de chaque partenaire, qui est extrêmement importante. Il faut éviter aussi qu'il y ait un partenaire qui soit de type, qui soit un sous-traitant déguisé, entre guillemets. Il faut vraiment un vrai partenariat avec des retombées économiques pour chacun. Sur le... Ça a changé de slide là. Sur l'excellence, également important de montrer également les verrous technologiques qui seront à lever dans le cadre du projet. Et sur le marché, bien apporter des chiffres, quantifier le marché, montrer que y a de réelles retombées derrière, et apporter un business plan qui montre les opportunités de commercialisation dans les 24 mois à l'issue du projet. Voilà, je vous remercie. Je suis à votre disposition pour toute question, que ce soit maintenant ou sur mes contacts par la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Axel. Et on va pouvoir enchaîner avec la dernière partie d'appel à projet de cette matinée avec Léo. Je te laisse la parole. Merci Soumaya et merci à nos partenaires de Dinergie pour la précision de leurs interventions. Donc, je vais essayer de faire rapidement un aperçu des open calls européens dans les 10 prochaines minutes. Donc, Léo Benedetti, chef de projet Europe chez Systematic. À commencer avec l'EIC Accelerator, donc Axel l'a mentionné, très faible taux de succès. Malgré tout, ça reste une très bonne opportunité pour les startups, PME et ETI qui souhaitent accélérer leurs innovations et mettre à l'échelle leurs solutions. Donc, on a les dates de relève des propositions complètes pour 2025 qui seront au 12 mars et au 1er octobre. Le IC Accelerator se situe en 3e position de l'échelle des instruments de financement de l'EIC, Conseil européen de l'innovation. Donc, on a l'EIC Pathfinder, qui est pour des projets de recherche exploratoire fondamentale. Ensuite, on a l'EIC Transition, pour ceux qui ont été sélectionnés à l'EIC Pathfinder. Ensuite, l'EIC Accelerator. Et enfin, un nouvel instrument, l'EIC Step Scale-Up, où là, on peut plus facilement accéder à de la levée de fonds.
En ce qui concerne l'EIC Accélérateur, donc qui soutient les dernières étapes du développement technologique, ainsi que la mise à l'échelle, on essaye de cibler des projets qui sont un minimum TRL de 5 et qui vont ensuite basculer vers 6 à 8 à la fin du projet. Comme vous pouvez le voir sur cette présentation, donc il y a plusieurs challenges, mais il y a aussi un volet open à considérer pour les candidats à l'EIC. En ce qui concerne les challenges, donc il y en a 5 pour 2025, un sur les matériaux avancés, un sur les systèmes de production de denrées alimentaires, un sur l'IA générative, un sur l'espace, technologie innovante pour l'espace, et un dernier pour la mobilité future. Pour les modalités de subvention, donc on peut aller jusqu'à 12,5 millions par candidat à sélectionner, dont 2,5 millions de subventions, et ensuite peuvent s'ajouter 10 millions d'investissements. Et vous avez aussi accès à un catalogue de services d'accélération avec des mentors, la possibilité de rencontrer des investisseurs, de participer à des événements, tout ça fourni à l'issue de votre candidature. Et comme j'ai dit, donc les deadlines sont pour les full proposals. Donc en fait, il y a une réception des dossiers au fil de l'eau, de petits dossiers. Et si vous êtes sélectionné pour passer à l'étape suivante, vous pouvez candidater et déposer votre dossier complet, full proposal, à ces différents cut-offs. Le deuxième appel à projet européen, c'est un appel qui a été lancé par l'Agence spatiale européenne pour sélectionner des projets de développement des solutions de positionnement de haute précision qui s'intègrent de manière transparente au futur système routier intelligent. Ici, on va cibler des PME seules, établies dans des pays membres et participant à l'Agence spatiale européenne. Les candidats peuvent déposer leur dossier pour des projets allant jusqu'à 100 000 euros et la deadline pour celui-ci, c'est le 31 mars. Donc ça, c'était des projets hors cascade funding. Je fais un rapide rappel sur le cascade funding et les prochains appels qui seront présentés à la suite. Donc le cascade funding, c'est un mécanisme de redistribution des subventions européennes à des tierces parties. Donc vous êtes sélectionné pour un projet européen par la Commission européenne, par exemple Horizon Europe. Dans le budget total de votre projet, vous avez une partie du budget qui doit être dédiée à être reversée. Et pour ce faire, vous mettez en place des mini-appels à projets et vous pouvez en faire bénéficier des PME européennes, mais pas que, aussi d'autres types d'organisations qui sont ciblées. À la clé de ces mini-appels à projets, souvent des mini-subventions qui peuvent aller de 60 000 à 200 000 euros selon la portée des projets recherchés. On peut aussi participer à des programmes d'accompagnement, d'accélération, comme vous allez le voir par la suite, ou des programmes de transfert de connaissances entre pays européens. Pour ce premier appel cascade funding, donc DAI Edge, ici on va cibler des projets d'IA à l'Edge sur différents challenges dans différents secteurs. Donc deadline le 13 mars, chaque entité ou consortium de 2 partenaires pourra toucher jusqu'à 60 000 euros par projet. On cible des partenaires du type RTO, donc organisation de recherche, PME, dont start-up ou académiques, et qui sont éligibles à Horizon Europe, évidemment. Vous avez la liste des challenges, donc il y en a 20 au total, mais entre autres, on vise à déployer des solutions d'IA à l'Edge pour la détection mobile d'armes dissimulées, de l'apprentissage continu pour la robotique à l'Edge, excusez-moi, des agents d'IA intelligents adaptatifs à l'Edge, des solutions Cloud to Edge pour la détection des maladies et ravageurs de plantes. Donc, vous voyez, on vise une large variété de secteurs qui pourraient bénéficier d'intelligence artificielle à l'Edge.
Deuxième open call à Cascade Funding, donc ça sort en fait d'un projet qui s'appelle Women Tech EU et qui vise à accompagner des startups deep tech dont les femmes sont fondatrices ou cofondatrices, les accompagner en fait dans le développement, dans l'accélération de leur mise à l'échelle. Donc en fait on vise ici des startups donc fondées par des femmes ou cofondées, et qui pourront bénéficier d'une subvention de 75 000 € et de l'accès à un catalogue de services d'accompagnement avec différents types de services, comme l'accès à des mentors entrepreneurs expérimentés, des accès à différents types d'investisseurs, de la préparation au pitch, de l'accompagnement à la levée de fonds, de la préparation à l'export, etc., etc. Deadline pour cet appel le 17 mars. Troisième appel à Cascade Funding qui est décliné du projet Corob. Deadline le 21 mars pour celui-ci. Au niveau des projets attendus, ce sont des projets de développement des solutions techniques adressant deux cas d'usage plutôt liés à l'industrie et à la fabrication. Le premier, ce sont des systèmes coopératifs multi-robots pour la fabrication flexible et le soudage. Et le deuxième cas d'usage, c'est le déploiement d'une cellule robotique coopérative multi-robot pour la réparation d'outillage industriel. On vise des projets qui, à terme, atteindront des TRL 6-7. Les candidats attendus sont des PME ou startups seuls, éligibles à Horizon Europe, et qui pourront toucher jusqu'à 150 000 € avec, vous voyez, des différences de taux de financement pour les startups de 100% et pour les PME de 70%. Et pour terminer sur ces open call Cascade Funding, le projet KISDI qui va financer ici des opérations de tests, des évaluations et des tests de pénétration cyber pour tout type d'entreprise et de candidats. Ici, donc c'est le deuxième open call, il se clôt le 7 avril prochain et chaque candidat pourra toucher ou pourra en fait amortir jusqu'à 200 000 € des coûts engagés dans ces opérations de tests de sécurité et système informatique. Et donc ce sera 50% cofinancé. On attend ici des entités seules ou en consortium de 2 partenaires de type PME, ETI, grands groupes, organisations de recherche, académiques, étatiques. En gros, toutes les entreprises ou organisations avec des infrastructures critiques ou qui pourraient bénéficier des tests de pénétration sont les bienvenus dans cet appel. Qu'est-ce qui pourrait être couvert par ce financement? Beaucoup de choses, dont entre autres l'embauche de personnel pour effectuer ces tests, la formation, l'ajout de compétences et d'expertise dans votre équipe, le développement de technologies et d'outils supplémentaires pour vérifier que vos systèmes sont bien sécurisés et résilients, la mise en place, l'exploitation et la maintenance ou la location d'environnements de test de type bac à sable et bien d'autres à chaque fois. Donc pour tous les appels que je viens de vous présenter, vous avez un lien pour avoir plus d'informations sur les candidats et les activités éligibles au financement. Voilà, c'était tout pour moi. Je laisse la main pour le mot de la fin. Merci Léo pour cette présentation. Merci Axel et Hugo de D'énergie pour de nous avoir accompagnés et éclairé nos membres sur les dispositifs d'innovation. On va vous donner rendez-vous le 7 mars prochain pour un webinaire Interpol qui sera animé par la région Île-de-France et qui va présenter les appels à projets Sésame Filière et grands lieux d'innovation. Donc on le fera avec tous les pôles franciliens. Pour toutes vos demandes de projets, vous avez les adresses mail sur lesquelles vous pouvez nous envoyer vos demandes pour les projets, dépôts projets, pour tous les projets nationaux et européens. Et si vous avez une demande précise sur des des appels nationaux ou Europe, vous pouvez utiliser les adresses que vous voyez sur la slide. Donc je vous remercie et on vous donne rendez-vous début mars. Au revoir.